va maintenant tenter d'aller un peu plus loin, comprendre ce qui nous attend dans les mois, les années qui viennent. Quelle évolution pour l'épidémie, quelle perspective de traitement, quel changement aussi dans nos modes de vie. Nous sommes en visioconférence avec 3 scientifiques qui, chacun dans leur domaine, vont nous aider à y voir plus clair. Éric Vivier, bonsoir. Vous êtes professeur d'immunologie à l'université d'Aix-Marseille et directeur scientifique d'Inat Pharma qui teste une molécule pour améliorer notre réponse immunitaire face au Covid-19. Vous nous en parlerez. Gilles Boeuf, bonsoir. Vous êtes biologiste, professeur à la Sorbonne, ancien directeur du Muséum d'histoire naturelle de Paris et signataire de 2 tribunes sur l'urgence à changer nos modes de vie. Vous nous direz pourquoi. Et puis, Michel Signoli, vous êtes anthropologue funéraire à l'université d'Aix-Marseille. On verra avec vous que nous n'avons peut-être pas tiré toutes les leçons du passé, 300 ans après l'épidémie de peste à Marseille, qui a une résonance toute particulière en ce moment. Alors d'abord, je voudrais vous poser une question par rapport au reportage qu'on a vu. Vous, en tant que scientifique, est-ce que vous avez été aussi surpris que nous de la place qu'a pris cette controverse scientifique dans le débat public? Est-ce que vous vous y attendiez, Gilles Boeuf? Non, pas du tout. En plus, récemment, avec Edgar Morin, nous avons travaillé sur le sujet qui était: est-ce que la controverse scientifique est utile au débat public? Je suis d'accord, mais pas la polémique. Là, on a quitté la controverse pour entrer dans la polémique. Et là, si on passe notre temps à saigner des opinions, on ne fait plus de science. Michel Signoli, vous avez travaillé avec le professeur Raoult, notamment pour retrouver cette trace de peste dans les dents, je crois, des cadavres sur lesquels vous travaillez. Est-ce qu'on était dans la controverse scientifique ou est-ce qu'on était dans la polémique? Bonsoir. Alors, je n'ai pas travaillé avec le professeur Didier Raoult. Je travaille encore avec le professeur Didier Raoult, effectivement, sur la recherche de traces ADN de ces pathogènes anciens, qu'il s'agisse de la peste notamment ou du typhus. C'est un sujet extrêmement compliqué. Le débat, voire la polémique scientifique entre scientifiques, est quelque chose qui est courant, voire pour moi qui est sain. C'est-à-dire que c'est aussi quelque chose qui nous motive un peu les uns les autres. Mais là, nous sommes dans quelque chose qui dépasse le cadre habituel de notre cœur de métier, c'est-à-dire qu'on est au contact direct d'un sujet de société, une épidémie, qui est inconnue, et soyons clairs, qui est inconnue autant pour les scientifiques que pour le grand public qui l'a subi. Et donc, ce débat-là, de manière aussi publique, c'est peut-être pas ce qu'il y avait de plus souhaitable. Ceci dit, on rebondit sur quelque chose qu'on connaît pour les épidémies du passé, puisque vous faisiez référence tout à l'heure, en début d'émission, à l'épidémie de peste de 1720 à Marseille. Pour toute la Provence, en 1720, on a une polémique scientifique entre médecins, entre les tenants de la haute contagiosité de la peste, et puis une autre école qui affirmera haut et fort que la maladie qu'on considère comme la peste, à l'époque, n'est pas contagieuse. Et ce débat, on le retrouve encore au XIXe siècle, autour du choléra, parce qu'en fait, ces épidémies, peste, choléra, et aujourd'hui Covid-19, sont aussi des épidémies qui sont filles de leur temps, et il y a un certain nombre d'intérêts derrière, d'intérêts économiques, que nous voyons bien aujourd'hui, qu'on voyait exactement de la même manière au XVIIIe siècle. Et on en reparlera justement des enjeux économiques et de leur collusion avec les enjeux sanitaires. Éric Vivier, évidemment, la question que tout le monde se pose aujourd'hui, c'est: a-t-on des raisons d'espérer? Espérer notamment que cette fameuse seconde vague n'arrivera pas. Est-ce qu'un consensus scientifique commence à se faire sur ce sujet ou pas encore? Alors, est-ce qu'on a des raisons d'espérer? Oui, je pense qu'on a des raisons d'espérer. Notre immunité nous permet, depuis la nuit des temps, de nous développer, de nous reproduire. Et il n'y a pas que nous, il y a l'ensemble des animaux qui sont sur cette planète. Donc oui, on a des raisons d'espérer, puisque le système immunitaire a cette beauté de pouvoir générer une mémoire immunitaire. Et donc, je pense qu'on y reviendra si on parle de l'immunité croisée, mais en tout cas, lors d'une primo-infection, la règle est généralement qu'on va être protégé lors d'une seconde infection. Le prototype de ce type de mémoire immunitaire protectrice à long terme, c'est la varicelle. Vous avez la varicelle une fois dans votre vie, sauf s'il y a particularité génétique. Donc, on a des raisons d'espérer. Cela dit, et c'est important de le dire dès le début de ce débat, nous sommes en face d'un nouveau virus, avec des connaissances qui vont s'accumuler avec le temps, mais nous ne savons pas tout. Et donc, quelquefois, ce qui a été vrai pour d'autres infections, pour d'autres épidémies, pour d'autres virus, ne va pas être forcément reproduit pour ce virus-là.
Et pour la seconde vague, pour l'instant, vous ne vous prononcez pas. Bien, exactement pareil. De toute façon, pour répondre très clairement à votre question, à ma connaissance, il n'y a pas de consensus. Il y a juste deux hypothèses qui sont toutes les deux justifiées. Celle de l'absence de seconde vague, puisqu'il pourrait y avoir en particulier des conditions climatiques qui sont peut-être moins propices au développement de l'épidémie. Et puis, d'autres collègues disent, et tout à fait à juste titre aussi, qu'il faut attendre. Gilles Boeuf, on va essayer d'être patient. Gilles Boeuf, vous nous dites que de seconde vague ou pas, de toute façon, ce qu'on est en train de vivre, on risque de le vivre de nouveau, voire même peut-être en pire, si on ne change pas nos modes de vie. Alors, avant de nous dire ce qu'il faut changer, expliquez-nous pourquoi on en est arrivé là, selon vous. En fait, il s'est produit deux choses. Tout à l'heure, j'écoutais Eric avec attention. C'est un nouveau virus, oui. Si on l'avait déjà rencontré, on aurait une immunité contre lui. On n'a rien. Il est quand même très virulent. Ce qui veut dire qu'il s'est passé quelque chose qui n'aurait pas dû se passer. Et deux, quelque chose qui s'est produit quelque part, qui aurait dû rester confidentiel là où ça s'est produit, a fait le tour du monde. Mais ça a été effarant pour nous, écologues, ça a été absolument incroyable. Par contre, qu'on ne vienne pas nous dire qu'on ne savait pas. Nous, on travaille depuis longtemps sur ces questions-là. On a parlé de la peste noire, on remonte à un siècle pour le H1N1. On a écrit depuis 2003 que ça va se produire. Relisez des notes de l'OMS, relisez le rapport du Comité national consultatif d'éthique de 2009 en France. Bien sûr qu'on savait. Et on était impréparés. Donc simplement, c'est qu'on a mis en promiscuité des espèces qui n'auraient pas dû se rencontrer. Ces coronavirus, c'est un virus à ARN bien connu chez les chauves-souris. Alors les chauves-souris, on ne les connaît pas très bien. Ce que les gens ne savent pas souvent, c'est qu'on a à peu près 5000 espèces de mammifères. Il y a plus de 1000 espèces de chauves-souris. Et on sait qu'elles sont des réservoirs à virus depuis très longtemps. Donc on vit parmi des espèces. Il n'y a pas que les plantes et les animaux, Eric, il y a aussi les plantes qui ont des défenses immunitaires aussi. Tout ce qui est vivant, en fait. Et on est dans une espèce de capharnaüm moléculaire d'agresseurs, d'agressés. Alors c'est quoi un virus? C'est un parasite. Et la clé d'un parasite, c'est son opportunisme. Et qu'est-ce qu'il fait, cet opportuniste? Il choisit une faille, en l'occurrence ici la mise en promiscuité d'animaux qui n'auraient pas dû se rencontrer, vivants. La chauve-souris, le rhinolophus de Chine, oui. Peut-être après le pangolin, la civette masquée. On a eu le dromadaire, on a eu des cochons, on a eu un petit peu de tout dans l'histoire du passé de ces pandémies. Chez la peste, notre ami Michel, c'était la trilogie, le rat, la puce et l'humain. Donc vous voyez, oui, aujourd'hui, on crée des conditions bien plus grandes pour que des choses qui ne devraient pas exister se produisent. Et puis après, bien sûr, on les dissémine à des vitesses effroyables. Les pestes, c'est le bateau qui les amenait. Tout à l'heure, Michel, j'écoutais avec bonheur l'arrivée de ces bateaux à Marseille. Là, il y a des vols qui ont quitté Wuhan quelques jours après le début de l'épidémie et qui sont posés à Singapour ou à Milan. Donc, c'est là qu'il faut qu'on s'arrête pour réfléchir. Notre changement, ça va être un bien plus grand respect du vivant non humain, duquel nous dépendons. Alors, on m'a dit, vous comprenez, si c'est la faute des chauves-souris, il faut les massacrer. Surtout pas. Plus on appauvrit le nombre d'espèces et plus on appauvrit au niveau des cibles leur variabilité génétique, plus on ouvre des failles au virus pour qu'ils se répandent partout. C'est l'effet de dilution. Donc surtout, gardons avec nous la biodiversité et cessons ces comportements, je dirais, innommables, puis bien sûr liés aussi à l'intensification des élevages d'animaux domestiques. On a compris qu'il fallait, d'après vous, changer nos modes de vie. Michel Signoli, Gilles Boeuf a écrit « Face au coronavirus, nos 3 défauts ont été l'imprévoyance, l'arrogance et la cupidité ». On en parlait tout à l'heure, c'est une constante dans l'histoire des épidémies. La cupidité, en tout cas, vous racontez très bien comment elle a été le meilleur allié de la peste quand un bateau débarque à Marseille en 1720. Effectivement, pour l'épidémie donc qui va toucher la Provence, toute la Basse-Provence, on a l'arrivée du bacille de la peste par l'intermédiaire d'un bateau qui en fait ne va pas respecter, pour des raisons économiques, pour des raisons de pouvoir, les règles sanitaires qu'il aurait dû respecter et qui sont strictes et redoutablement efficaces, puisque si on prend la peste qui a précédé celle de 1720 à Marseille, c'est l'épidémie de 1649-1650, vous voyez qu'il y a donc 70 ans, on estime qu'il y a environ 27 navires qui arrivent avec la peste à bord en rade de Marseille. À aucun moment, la peste ne va pouvoir se débonder dans la ville parce que ce système sanitaire est redoutablement efficace. Alors, évidemment, avec les règles éthiques de l'époque, c'est-à-dire qu'on n'hésite pas à sacrifier un équipage et ses passagers pour protéger le plus grand nombre. On fait avec les moyens qu'on a. En fait, en 1720, la peste va pouvoir se répandre parce que les autorités de la ville vont user de leur influence pour que la cargaison du navire
ne subissent pas ce qu'elles auraient dû subir en quarantaine, c'est-à-dire une destruction, vu le nombre de décès qui s'étaient passés à bord pendant le voyage de retour. Et du coup, donc, l'épidémie va pouvoir se répandre. Éric Vivier, vous, votre priorité, c'est de trouver un traitement et notamment de trouver la bonne réponse immunitaire au Covid-19. Vous avez réorienté vos recherches sur une molécule qui devait servir notamment à soigner le cancer. Vous travaillez sur cette molécule. Expliquez-nous où en sont vos recherches. Confrontés à cette épidémie, de nombreux collègues et nous aussi, bien évidemment, avons voulu participer à essayer de trouver des solutions pour les patients. Et des solutions pour tout de suite, pas des solutions pour demain, puisqu'il y a une réelle urgence. Et donc, en fait, la position qui a été la nôtre, et qui est encore une fois partagée par de nombreux laboratoires publics ou privés à travers le monde, c'est celle du repositionnement des médicaments. Dire qu'il existe des médicaments qui ont été développés pour telle ou telle indication, et on peut se dire, est-ce que je peux utiliser ces médicaments qui sont déjà là pour cette nouvelle indication qui est l'infection Covid-19 ? Alors, je ne vais pas vous faire un cours d'immunologie, mais nous, effectivement, notre spécialité, ce n'est pas du tout la microbiologie. Nous ne sommes pas des microbiologistes, nous ne sommes pas des virologistes. Nous espérons simplement, nous essayons en tout cas, de transformer notre connaissance de la réponse immunitaire pour combattre le cancer. Donc, vous voyez qu'on est très, très loin quand même de l'objet qui est celui d'un virus. Et bien, pour autant, on s'est dit, peut-être qu'en testant cette hypothèse, d'abord en analysant le sang des patients infectés, peut-être qu'on pourra confirmer ou infirmer la légitimité de repositionner tel ou tel médicament. Et à l'heure actuelle, vous êtes plutôt optimiste ou c'est ce qui s'est passé, puisqu'en fait, on a trouvé une molécule, on a découvert une molécule qui est connue depuis très longtemps, qui est une des molécules du complément. Mais le complément est pourtant important, c'est une molécule du sang. Et en fait, pour faire court, on s'est aperçu qu'une de ces molécules du complément était strictement proportionnelle à la sévérité de la maladie. Et donc, nous, comme on avait développé dans le cancer, au sein d'Innate Pharma, une molécule qui bloque cet axe, eh bien, c'est ce qu'on essaye de faire maintenant dans, évidemment, un essai en double aveugle contre placebo pour essayer de voir si, effectivement, c'est une possibilité pour les pneumonies, pour les formes sévères du Covid-19. Alors, le souci, c'est qu'avec la baisse du pic épidémique, il y a moins de malades et tant mieux. Mais ça veut dire que vous avez aussi peut-être moins de candidats pour ces études. Est-ce que vous allez pouvoir les mener à terme ? Écoutez, on ne peut que se réjouir du fait qu'il y ait moins de patients en pneumonie sévère et en particulier en réanimation. Pour autant, nous, on a étendu le périmètre de notre essai clinique, qui était un essai marseillais au départ et qui maintenant est totalement national. Et à l'heure où je vous parle, bien évidemment, on est en contact avec nos collègues en Amérique du Sud en particulier, pour savoir si on ne peut pas apporter une possibilité de traitement à ces pays qui sont en train de rencontrer la première vague. Gilles Boeuf, il y a vraiment eu un débat pendant cette pandémie. Faut-il soigner comme en temps de guerre avec les médicaments qu'on a sous la main à partir du moment où on a l'intime conviction qu'ils sont les bons, ou faut-il prendre le temps de faire des études, des recherches pour éviter une autre catastrophe sanitaire? Comment vous vous êtes positionné dans ce débat en tant que scientifique, mais aussi en tant que citoyen? Quand on n'a pas le choix, moi je peux comprendre que dans une période très difficile, quand on n'a rien du tout, mais là c'est le rôle du médecin de savoir si le traitement qu'il va appliquer là est de toute innocuité et un tout petit peu dangereux ou ne pose aucun problème. Si le médecin, en son âme et conscience, décide qu'il peut faire l'essai, bon, ok, moi je ne vois pas comment on peut, a fortiori, dire on va l'interdire ou le reprendre. On teste. Après, il est évident que sur des périodes beaucoup plus longues, quand on n'est plus au feu comme on l'a été là, on reprend ce qu'a dit Éric à l'instant avec des expérimentations qui sont bien connues, bien cadrées, qui sont indiscutables scientifiquement et qui ne peuvent pas amener justement à ces polémiques qu'on évoquait tout à l'heure. Donc, ce que je dirais simplement, c'est qu'on fait avec ce qu'on a, mais quand même, ce qui me gêne depuis longtemps, c'est que ces coronavirus sont connus. On aurait dû peut-être, depuis un certain temps, depuis au moins une quinzaine d'années, commencer à travailler beaucoup plus sur ce qu'on a fait sur ces coronavirus ou sur d'autres. On a eu Ebola, à l'IRD, ils ont beaucoup travaillé sur l'Ebola, qui vient aussi de chauves-souris, ce ne sont pas les mêmes. Il y a eu plein de choses qui sont produites. Tout à l'heure, je parlais d'espèces qui étaient... Une zoonose, c'est quoi? C'est une maladie qui passe de l'animal à l'humain. Aujourd'hui, on peut dire que presque les 3/4 des maladies depuis les années 50 sont des zoonoses. Il y en avait auparavant. L'humain a toujours été contaminé par des animaux qu'il fréquentait en plus ou moins grande promiscuité. Peu finalement sur les singes, même si on est proche d'eux, il y a le HIV qui est un exemple, mais beaucoup les rongeurs, les chauves-souris aussi. Il y a des groupes de mammifères, les oiseaux. Les pathologies passées des canards aux humains sont bien connues. Donc c'est vrai que moi, aujourd'hui, ce que je peux remarquer globalement, c'est qu'avant d'en arriver à ces situations vraiment extrêmement stressantes
Et moi, je remercie le personnel soignant comme jamais. Ce qui a été fait là est fabuleux. On devrait peut-être dans les interfaces, c'est comme les phénomènes Niño et Interniño, entre les vagues, on devrait regarder un petit peu mieux ce qui se passe pour être beaucoup mieux préparé à la réalité. Et pour ça, il faut de la vraie recherche fondamentale avec de la recherche en clinique. Alors, Éric Vivier, le débat du moment, c'est bien sûr cette question de l'immunité croisée. On a pu espérer à un moment donné à l'immunité collective. En fait, on en est très loin, à peine 5% d'après les dernières données de l'Institut Pasteur. Maintenant, on nous parle d'immunité croisée, à savoir qu'une partie de la population, ayant croisé un autre corona beaucoup plus bénin, qui pourrait être un simple rhume, pourrait être protégée contre le Covid-19. Comment vous vous positionnez sur cette question? Est-ce que l'immunité croisée est une hypothèse probable? C'est une hypothèse possible. L'immunité croisée n'est pas une nouvelle. C'est un concept qui est très vieux, très ancien. En fait, il consiste, comme vous venez de le dire, à constater simplement que quand on a monté une réponse immunitaire contre un agent pathogène A, eh bien, il peut se trouver qu'une partie de cette réponse immunitaire contre A puisse aussi lutter contre B. Et de manière évidente, on peut s'apercevoir que la probabilité d'occurrence de ce transfert d'immunité, en quelque sorte, est directement proportionnelle à la parenté entre A et B. Plus A ressemble à B, plus on a les chances, effectivement, que la réponse contre A puisse aussi lutter contre B. Mais ce n'est pas la seule manière de le faire. On est quelquefois surpris de constater que des cross-réactivités, on appelle ça des cross-réactivités en anglais, donc de ces réactivités croisées, sont totalement imprédictibles et on est quelquefois surpris. Donc là encore, c'est une source d'espoir. Maintenant, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que deux éléments majeurs de la réponse immunitaire contre la Covid-19, c'est-à-dire à la fois la réponse des lymphocytes T, où les cellules tuent les cellules infectées, et la réponse des lymphocytes B, où il y a production d'anticorps, dans ces deux cas, il peut y avoir une immunité croisée qui serait protectrice. Reste à savoir si elle l'est vraiment. Et cette démonstration n'a pas été faite pour le moment, parce que nous n'avons pas assez encore de recul. Michel Signoli, il y a eu un autre débat aussi pendant cette crise sanitaire. Fallait-il confiner ou isoler? Là encore, on n'a pas retenu toutes les leçons du passé. L'isolement était plus systématique dans les épidémies du passé. Bien sûr, et ça reprend un petit peu la question finalement sur le traitement à mettre en place dans une situation d'urgence. C'est-à-dire que face à une crise sanitaire que l'on ne maîtrise pas, on perçoit très vite qu'on ne la maîtrise pas, qu'on n'a aucun traitement efficace pour aider les malades. Comment essayer de la stopper? Effectivement, c'est les vieilles recettes du temps jadis qui fonctionnent, c'est-à-dire qu'on va essayer d'isoler, d'empêcher toute relation pour pas que l'épidémie se propage. C'était le rôle des Lazarés. Exactement, j'allais vous dire que c'est la philosophie des Lazarés qui se mettent en place au XIVe siècle. Alors, pas immédiatement quand la peste revient en 1348, mais vraiment dans les années qui suivent, d'abord à Dubrovnik et puis ensuite à Venise, et qui vont donner, c'est d'ailleurs une île de Venise qui va être éponyme, qui va donner son nom à ces structures particulières pour isoler les malades jusqu'au XXe siècle, avec le plus célèbre d'entre eux sans doute, qui est Ellis Island, en rade de New York. Gilles Boeuf, on arrive presque au terme de ce débat. Vous nous avez dit tout ce qui n'allait pas dans le monde actuel. Qu'est-ce qu'on doit changer? Quel est le monde d'après idéal d'après vous? Comment faudrait-il changer nos modes de vie? Je dirais d'abord, c'est une intégration je dirais une culture de l'impact. Il faut que chaque humain, au niveau individuel, au niveau citoyen, au niveau chef d'entreprise, à tout ce qu'on fait dans nos métiers de tous les jours, chaque fois que l'on fait quelque chose, se poser la question, qu'est-ce que ça peut déclencher? Culture de l'impact. Une éducation infiniment mieux développée. Dire à nos petits-enfants à l'école maternelle que leur corps humain qui est à eux, c'est une moitié de cellules humaines et une moitié de bactéries. Je ferai plaisir à nos amis qui sont ici infectiologues. Dire que chaque matin dans notre lit, parce qu'on y a dormi, on entre 1 et 2 millions d'acariens. Et puis ça se passe très bien. Dire aussi qu'on ne mange que de la diversité biologique et on ne coopère qu'avec de la diversité biologique. Donc un beaucoup plus grand respect pour ce qui est le vivant non humain. Je prends un exemple sur la cible du Covid. C'est intéressant pour moi. Ça tue des gens qui sont âgés, des gens qui sont déjà souvent dans des positions physiologiques difficiles, diabète de type 2, hypertension artérielle, des problèmes d'obésité aussi, bien sûr. Et ça traduit un mode de vie, manque d'activité physique, malbouffe. Et pourquoi aussi que ça cogne si fort dans des quartiers qui sont difficiles et populaires? On est vraiment sur quelque chose aujourd'hui d'injustice profonde, où il faut revenir à beaucoup plus d'harmonie avec le vivant. Ça veut dire que manger beaucoup moins de viande, c'est absolument clair.
23 milliards de poulets sur la Terre aujourd'hui. Est-ce que c'est bien? Mais ça, c'est 1,3 milliard de vaches. Ça, c'est un vœu pieux. Vous y croyez vraiment au monde d'après quand on voit, par exemple, déjà les nombreux masques qui jonchent le sol dans les rues ou même qu'on retrouve déjà dans les fonds marins vous y croyez à ce monde d'après? Je suis un gros naïf, je suis un scientifique. On est naïfs tous ici, je crois. Mais vous savez, je prends le cas des compagnies aériennes. Ils ne se posent pas la bonne question. Au lieu de se dire comment on va faire maintenant, non, la seule question qu'ils ont, c'est quand est-ce qu'on va revenir au nombre d'avions qu'on avait avant. On ne peut pas revenir à 120 000 avions par jour, c'est tout. Donc il y a un vrai débat. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, le mode de vie, c'est effectivement arrêter cette économie incroyable qui consiste à faire du profit en détruisant la nature, en la surexploitant. Et là, on est en plein dedans, en fait. Moi, je pense que ça, c'est jouable avec toutes les bonnes volontés. Et nous sommes ici, là, 5-6 humains de bonne volonté. Je pense que tous ensemble, et les médias ont un rôle très important à jouer, on peut fortement améliorer les choses. Et je terminerai en disant que c'est ce petit coronavirus qui a 15 gènes, 15, nous, on en a un peu moins de 30 000, hein, il en a 15, qui met à genoux nos économies, là, pouvait être l'électrochoc collectif dont on a besoin, eh bien, on l'embrasserait, notre coronavirus. Mais lui, il n'a pris aucune décision, il fait son boulot de virus. Alors, une toute dernière question rapidement à tous les trois. Dites-nous en quoi cette pandémie a changé vos vies personnelles et professionnelles. Éric Vivier. Premièrement, je voudrais dire que j'adhère 100% à tout ce que vient de dire Gilles. Moi aussi, peut-être je suis naïf, mais je pense que l'optimisme est quelque chose d'important. C'est bon pour la santé, déjà, pour commencer. Et c'est bon pour la santé collective si on suit les recommandations de Gilles. Donc, merci pour ça. Moi, très, très personnellement, ça m'a permis de réfléchir sur le temps. Je pense que ça a été un moment de pause planétaire, et qui m'a permis de prendre justement du recul. Pas du recul pour prendre de l'élan, pas forcément en tout cas, du recul pour prendre de la distance, pour voir les choses avec un angle différent. Parce qu'encore une fois, comme vient de le dire Gilles, je pense qu'il est grand temps de changer beaucoup de choses. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a beaucoup de choses extraordinaires dans notre civilisation. Mais pour autant, il y a quand même beaucoup d'harmonie à retrouver avec le monde qui nous entoure. Michel Signoli, vous sortez vous aussi différent de cette crise sanitaire qui n'est d'ailleurs pas terminée? Oui, alors à plusieurs niveaux. Au niveau personnel, pour avoir été touché de près, de très près, et donc un hommage tout particulier à la fois aux soignants et puis aux malades, bien sûr, parce qu'on est quand même sur une crise qui a tué en France 28 000 personnes. Je crois aussi que j'ai vécu, tout aux proportions gardées, mais j'ai quand même vécu quelque chose que je lis depuis de nombreuses années, que j'écris depuis de nombreuses années, c'est-à-dire un temps de quarantaine. Pour quelqu'un qui travaille sur la peste depuis plusieurs dizaines d'années, vivre un temps de quarantaine, c'était quand même quelque chose d'assez étonnant. Voilà. Et je crois effectivement qu'on était, comme ça a été dit déjà, on était sur une catastrophe annoncée. Attention, Covid-19 est un très gentil petit virus par rapport à d'autres pathogènes qui ont été évoqués, soit pour des périodes historiques, soit pour des périodes actuelles. Je pense notamment à Ebola. Donc attention, tirons toutes les leçons que nous avons à tirer de ce qui vient de se passer. Gilles Boeuf, je vous pose la même question. Est-ce que vous avez déjà décidé de changer concrètement des choses dans votre vie quotidienne, vous qui avez vu le désastre arriver? Oui, par exemple, là, depuis quand même maintenant 10 semaines, je ne me lève plus à 5 h du matin, 2 jours par semaine, pour prendre l'avion ou le train et aller faire mes conférences partout. Et c'est génial. Quand j'ai pu refaire du vélo, j'ai refait du vélo. Je vais faire des photos d'oiseaux. Comme ce n'est pas une grippe aviaire, ils sont ravis, les oiseaux. Ils observent les humains qui sont dans leur système de confinement. C'est ça. C'est une vraie philosophie. Et nos moyens, comme avec vous aujourd'hui, nous ont permis de continuer à faire de l'enseignement. J'ai fait une audition à l'Assemblée nationale, une au Sénat. Et le partage qu'on a ensemble, là, on ne se connaissait pas auparavant, c'est génial. Donc je pense que ça, il faut qu'on rebondisse dessus très fort pour qu'on dise finalement, changeons. Et je vous prendrai l'exemple de l'évolution pour conclure. Vous savez, la vie, elle a presque 4 000 millions d'années, un peu moins de 4 milliards d'années. Elle a tout vécu. C'est la plus belle entreprise de la Terre, qui a duré aussi longtemps. Le vivant a plusieurs fois failli disparaître. Eh bien, chaque fois, le vivant s'est adapté au changement. Et pour s'adapter, il faut changer. Et nous, on ne change toujours pas. Donc, changeons. Merci sincèrement à tous les trois d'avoir apporté votre éclairage sur un sujet qu'on n'a pas fini d'explorer. C'était le dernier numéro de cette saison pour Enquête de Région. Vous pouvez bien sûr revoir ces reportages, ce débat sur notre site internet et réagir sur les réseaux sociaux. À très vite sur France 3.